Alors voilà un exercice qui est assez classique parmi les développements à l'agrégation, mais avec quand même une preuve express ici. Peut-être même trop rapide, du coup, tellement magique. En fait, elle cache des choses assez profondes. Donc c'est dans Carnet de voyage en algébrie 1, 3, 3. Voilà l'exercice, hein, c'est le critère de nilpotence par la trace. Si A est dans Mn de C, après on peut remplacer C par un corps, on va dire, de caractéristique 0. A est nilpotente si et seulement si la trace de A puissance K est nulle pour K compris entre 1 et N. Alors, dans un sens, c'est assez clair. L'implication, si A est nilpotente, alors on sait que A, ses valeurs propres sont toutes nulles. Alors pourquoi? Parce que A est nilpotente, ça veut dire que son polynôme minimal c'est une puissance de x, et donc comme toutes les valeurs propres sont racines du polynôme minimal, ça peut être que 0. Et donc A est trigonalisable, puisque le polynôme minimal est scindé, hein, évidemment, et donc ici vous avez que des zéros sur la diagonale, et là un triangle. Donc vous voyez bien que sa trace est nulle, et quand vous allez prendre les puissances de AK, A est semblable évidemment à la puissance K de celle-ci, qui est aussi sous cette forme-là, et quand on va prendre la trace, ça va être 0. Je vous rappelle que la trace est un invariant de similitude, donc deux matrices semblables ont une trace. Voilà, bon. Alors la réciproque. Donc c'est là qu'il y a une solution express, et qui cache un peu la profondeur des choses, mais quand même elle est assez magnifique. Montrons que si la trace de AK égale 0, bon, pour K compris entre 1 et N, alors déjà dans un premier temps, 0 est valeur propre de A. On va prendre juste cette première étape. Après le reste, ça va être une récurrence. Alors, soit qui a le polynôme caractéristique, hein, qui est défini comme ceci, et voici son développement, hein, dans la base canonique, donc avec ses coefficients, donc il est unitaire, et en particulier en passant à 0, c'est moins 1 puissance n det de A, hein, puisque quand vous faites x égale 0, là vous avez det de moins A, donc moins 1 puissance n det de A. Bon, ça en fait on va pas vraiment s'en servir, mais bon, on va voir. J'écris Cayley Hamilton, donc j'évalue x en A, la matrice A, donc ici attention, j'ai l'identité, et là j'ai 0, c'est ça mon théorème de Cayley Hamilton. Et maintenant, je vais prendre la trace dans cette égalité. Donc c'est une égalité entre deux matrices, et donc je peux prendre la trace, et la trace est linéaire. Donc je vais avoir trace de AN, plus AN-1 trace de AN-1, plus A1 trace de A, mais tout ça c'est nul, à cause de ça. Donc, il n'y a que ça qui ne s'annule pas. Je vais avoir A0 fois la trace de IN, mais la trace de IN c'est N, c'est égal à 0. Alors, c'est là où on est obligé, si on est sur n'importe quel corps, de quand même choisir le corps de caractéristique nulle, parce que ici, A0 fois N égale 0, ça implique A0 égale 0, hein, d'accord, parce que N est non nul dans un corps de caractéristique nulle. Mais bon, là on est sur C, on ne se pose pas de problème, et on a A0 égale 0. Voilà. Et A0 égale 0, A0 c'est égal à qui a de 0, évidemment. Donc qui a de 0 égale 0, donc 0 est bien valeur propre de A. Voilà. Alors maintenant, la deuxième étape. Montrons par récurrence sur N que A est nilpotente. Bon, eh bien oui, l'initialisation est évidente. Si N égale 1, ça veut dire que pour K égale 1, trace de A égale 1, mais A c'est une matrice scalaire puisqu'on est en dimension 1, et donc A égale 0 parce que sa trace c'est elle-même. Voilà. Et maintenant l'hérédité. Donc maintenant l'hérédité, on a vu que 0 était valeur propre, donc on va prendre U, un vecteur propre pour la valeur propre 0 pour A,
et on va choisir une nouvelle base, d'accord, pour, on va dire, l'endomorphisme associé à A pour la base canonique de C puissance n. Et cette nouvelle base, c'est notre vecteur U, qui est un vecteur non nul, puisque c'est un vecteur propre, et que l'on complète, bon, d'après le théorème de la base complète, en une base. Et bien là maintenant, vous voyez bien que la nouvelle matrice, dans cette base, ça va être, U va avoir pour image 0, puisque U c'est un vecteur propre pour la valeur propre 0, et puis là c'est quartier libre. Donc là, ici, je vais avoir un bloc diagonal n-1, n-1, voilà, que j'appelle A1, et donc j'ai A puissance k, pour tout k entre 1 et n, qui est sous cette forme. Ça c'est le calcul par bloc, hein, qui nous dit ça, que A puissance k, d'accord, quand on a une matrice triangulaire par bloc, les puissances, on va dire, les blocs diagonaux se multiplient entre eux, et donc les puissances, entre autres, hein, donnent des puissances des blocs diagonaux. Ici aussi, ce 0, on peut le voir comme un 0 puissance k. Voilà. Donc maintenant, je vais prendre la trace. Je dis encore une fois que la trace est invariante, donc ici j'ai 0, mais là j'ai 0 plus la trace de A1k, donc j'ai trace de A1k, A1 puissance k, égale 0, pour k compris entre 1 et n. En fait, je n'ai besoin que de k compris entre 1 et n-1, bon, j'ai jusqu'à n. Alors maintenant, par récurrence, A1 est nilpotente, et maintenant, le polynôme caractéristique de A, c'est le polynôme caractéristique de cette matrice, d'accord, par invariance, le polynôme caractéristique, c'est un invariant de similitude. Donc ici, le polynôme caractéristique de cette matrice, c'est x fois le polynôme caractéristique de A1, d'accord, parce que c'est le déterminant par bloc, hein, triangulaire, voilà, et donc ça fait x fois, comme A1 est nilpotente, son polynôme caractéristique, c'est x puissance n-1. Donc ici, j'ai x puissance n. Et donc, A est nilpotente par Cayley-Hamilton, hein, puisque son polynôme caractéristique, c'est une puissance de u. Voilà. On va ajouter une petite application, hein, pour faire joli, et puis pour que ça fasse un développement à peu près conséquent. You've got to practice. Alors, nous voilà maintenant rendus à une petite application qui va enluminer notre critère de nilpotence par la trace. On prend deux matrices A et B de Mn de C, et on va supposer que A plus ZI B est nilpotente pour n plus une valeur ZI, hein, deux A2 distincts, hein, évidemment. On va prendre ZI de 0 à n, donc on a n plus une valeur, ZI complexe, hein. Et il faut montrer que le sous-espace vectoriel de Mn de C engendré par A et B n'est constitué que de matrices nilpotentes. Toutes ces matrices sont nilpotentes, donc en particulier A et B sont nilpotentes. Voilà. Alors, bon, allons-y. Je vais poser Pk de Z, la trace de A plus Z, B, le tout puissance K, hein, ici. Voilà. Alors, bon, on arrive à se convaincre que Pk est un polynôme en Z, donc c'est une fonction polynomiale en Z. Alors entre parenthèses, hein, les fonctions polynomiales, comme on est sur C, et même plus généralement si on est sur un corps de caractéristique 0, donc qui est infini, hein, on peut confondre polynôme et fonction polynôme, ce qui fait que je peux parler du coefficient en degré m du polynôme. Hein, voilà, ça c'est important. Alors, oui, regardons donc ce polynôme. Eh bien, il va être de degré k, hein, forcément. Et son terme, son coefficient, justement, degré k, si on doit regarder cette matrice-là, la puissance kème de la matrice, donc on fait le produit k fois de la matrice A plus ZB, quand on développe tout ça, eh bien, on a effectivement que des puissances m, iem de z avec m
inférieur ou égal à k. Et en particulier, le coefficient dominant, c'est-à-dire, bon, s'il est non nul, évidemment, le coefficient, on va dire en z puissance k, de pk, eh ben, ça va être ici, on va regarder quelle est la matrice hein, en z puissance k. Ben, évidemment, quand on développe, ça va être b puissance k. Donc, quand on va prendre la trace de ça, ben, ça va être trace de b puissance k, par linéarité de la trace. Bien. Donc, voilà. Hein, donc, le coefficient dominant, je dis dominant s'il n'est pas nul, évidemment. En tout cas, c'est le coefficient en z puissance k. Donc, maintenant, je rappelle que pk de zi égale 0, c'est ça l'hypothèse, pour n plus une valeur de z. Mais, k ici, on le choisit, évidemment, inférieur ou égal à n, donc compris entre 1 et n. Donc, on a plus de racines que le degré de pk, et donc ce qui fait que pk est identiquement nul. Donc, en particulier, la trace de b puissance k est nulle, puisque c'était un des coefficients du polynôme pk. Voilà. Alors, vous allez me dire, la trace de la puissance k aussi, hein, ben oui, puisque c'est pk de 0, mais bon, on va montrer que tout est nilpotent là ici. Hein. Donc pour l'instant, on peut affirmer que b est nilpotente, puisque trace de bk est égale à 0 pour k compris entre 1 et n. C'est important, hein, le n est vraiment important à cause de ce n plus 1 là. Et donc, par ce qu'on a prouvé, on a bien que b est nilpotent. Voilà. Magnifique. Maintenant, il faut montrer que, quel que soit lambda mu dans C, lambda A plus mu B est nilpotente. Ben oui, si je prends lambda égale 0, eh ben c'est évident, puisque c'est mu B, et on a vu que mu B était nilpotente, puisque B est nilpotente. Maintenant, si lambda est différent de 0, ben je mets en facteur lambda, il suffit que je montre que A plus mu sur lambda B est nilpotente, mais la trace de A plus mu sur lambda B puissance K, pour K compris entre 1 et n, ben, c'est par définition pk de mu sur lambda, et on a vu que pk était nul, identiquement nul comme polynôme, donc ça fait 0. Voilà. Donc, par le critère de nilpotence, ça, c'est bien nilpotent, ici, et donc, ça, c'est toujours nilpotent. Voilà, c'est une petite application assez jolie de ce critère assez célèbre. Et si ça vous intéresse, il y a une preuve très élémentaire de ce théorème-là, bon, sur R, hein, dans le problème Minépon de 2020, et qui est vraiment, c'est une preuve élégante. Voilà.